première table ronde intitulée « À la veille de la présidence française de l'UE et des élections présidentielles, une France leader et attractive ». Nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux économistes qu'on ne présente plus, qui sont juste sur le côté Philippe Aghion et Patrick Artus, que nous entendrons sur la séquence Un autre regard, qui sera un moment fort de cette table ronde. Et puis nous débattrons avec nos intervenants, Yvan Bonneton, président de Henkel France, Corinne de Bilbao, présidente de Microsoft France, François Bourzex, qui est président de Xerox France, Belgique et Luxembourg, Éric Fourel, président d'EY France, et Lucas Mollo, qui est directeur médical de Pfizer France. Mais avant de rentrer dans le vif de la discussion, Brice Teinturier, qui est le directeur général d'Ipsos, est là avec nous. Il va nous présenter les résultats d'un sondage qu'il a mené afin de mieux comprendre la manière dont les investisseurs internationaux, les entreprises internationales nous voient. Brice, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et d'autant plus ravi que je n'ai quasiment que des bonnes nouvelles à vous remonter, ce qui dans mon métier est assez rare quand vous interrogez les Français, qui vous le savez sont plutôt en colère ou critiques ou pessimistes. Eh bien là, ce n'est pas le cas, il y aura une alerte malgré tout, mais ce sont de trop bons résultats que je vais maintenant vous présenter. Alors l'enquête a été réalisée, c'est un baromètre et c'est ce qui en fait tout l'intérêt, auprès d'un échantillon de 200 responsables d'entreprises étrangères implantées en France et d'entreprises ayant un effectif supérieur ou égal en France à 250 salariés. Je passe assez rapidement sur ces aspects techniques qui ne bougent pas d'année en année, qui assurent la pérennité de ce baromètre, pour en venir tout de suite aux premiers résultats, et tout d'abord à des résultats concernant le contexte. Bien évidemment, comme vous le voyez ici, la crise a eu un impact négatif sur les entreprises interrogées pour 77% d'entre elles, c'est tout à fait logique et cohérent. Mais ce qui est important, ce qu'il faut immédiatement apporter aussi comme nuance, c'est quand on demande à ces mêmes personnes interrogées si leur filiale en France a fait mieux ou moins bien que les autres filiales à l'étranger. Vous voyez que les autres filiales ont fait plutôt moins bien à leurs yeux, et un mieux à 23%, ce qui signifie tout simplement que la crise a été mondiale et que la France en est plutôt pas trop mal tirée, en tous les cas que ces entreprises estiment qu'elles s'en sont plutôt bien tirées. Alors ce qui est important aussi, c'est de tout de suite voir quel est le regard porté sur les outils d'accompagnement aux entreprises qui ont été mis en place en France. Et vous le voyez ici, c'est un regard extrêmement positif. 75% des personnes interrogées considèrent que les outils qui ont été mis en place par le gouvernement sont positifs. Et vous avez même une intensité des jugements très positifs qui est tout à fait notable. Donc de ce point de vue, il y a là quelque chose immédiatement qui joue tout à fait positivement. Et puis plus encore, est-ce que le plan de relance de la France est perçu comme positif? Là, c'est un plébiscite. On est à 87% de jugements positifs, dont 31% de jugements très positifs. Donc là aussi, le plan de relance est perçu comme allant très clairement dans la bonne direction. Et puis quand on regarde un peu les choses dans le temps et qu'on demande à ces mêmes patrons d'entreprise si au cours des 12 derniers mois, l'image de la France s'est améliorée ou détériorée auprès de leurs sièges mondiaux, vous le voyez ici, les 2/3 nous disent qu'elle s'est améliorée, ce n'était pas forcément gagné, et c'est un gain extrêmement important par rapport au résultat de 2019 qui lui avait été probablement entaché, souvenez-vous, par l'épisode dans notre pays des Gilets jaunes, qui avait forcément impacté négativement l'image de la France auprès des sièges mondiaux de ces mêmes entreprises. Et puis, toujours dans les données contextuelles, ce sera la dernière avant de rentrer dans le vif du baromètre, est-ce que le Brexit a renforcé l'attractivité de la France auprès des sièges mondiaux? La réponse est oui depuis longtemps, mais c'est toujours oui. Et c'est un oui à 62% qui ne se dément pas et qui profite donc à notre territoire national. Voilà pour des premières données de contexte liées à la crise et à l'environnement. Si maintenant on en vient vraiment à la perception de la France en termes d'attractivité pour les entreprises internationales, vous allez voir tout de suite que nous sommes toujours à un niveau extrêmement élevé de 75% des personnes interrogées qui considèrent que notre pays est attractif. Alors c'est quelque chose qui ne s'est pas démenti depuis l'élection de 2017. Vous voyez à quel point, sous le quinquennat précédent, nous avions des réponses totalement inverses. Donc il y a là une dynamique qui est très positive en termes d'attractivité. Il faut malgré tout souligner qu'on est en tassement de 9 points par rapport à 2019.
Il y a l'effet de la crise, évidemment, l'année dernière, l'effet également des Gilets jaunes l'année auparavant, et puis, vous le verrez dans les attentes, je pense qu'il y a aussi une petite alerte, un petit message qu'envoient également ces chefs d'entreprise, mais nous y reviendrons dans un instant. Donc, quelque chose qui reste très attractif, qui est jugé comme très attractif, et d'une manière générale, l'image de la France auprès des sièges mondiaux est jugée aujourd'hui de manière, pardon, je vais aller un petit peu vite, très positive, puisqu'on est à 73%, et là c'est quelque chose qui continue à progresser. L'idée que la France serait mal vue des sièges mondiaux de ces grands groupes internationaux est donc aujourd'hui une idée fausse, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Il y a là vraiment un renversement d'opinion dont on ne peut que se réjouir. Quand on interroge aussi ces chefs d'entreprise sur les atouts dont notre pays disposerait par rapport à d'autres pays, vous voyez que la comparaison est plutôt à l'avantage de la France. Très clairement, quand on leur demande si nous sommes mieux lotis que l'Italie, là la réponse est claire, oui à 73%, que l'Espagne aussi à 63%, le Royaume-Uni, dont on a vu qu'il était pénalisé par le Brexit, donc 52% nous disent que nous nous situons plutôt avantageusement en termes d'attractivité par rapport maintenant au Royaume-Uni. La Suède est également un pays par rapport auquel nous serions plus attractifs. Les choses sont un peu plus balancées, un peu plus serrées en ce qui concerne la Pologne et la Suisse, puisque là, vous voyez qu'il y a autant de personnes qui nous disent que l'attractivité y est supérieure chez nous que de personnes qui considèrent qu'elle y est inférieure. Et puis, le seul vrai pays pour lequel il y a un déficit d'attractivité par rapport à la France, c'est bien entendu l'Allemagne, où là, nous avons une majorité de personnes interrogées qui considèrent que l'Allemagne est plus attractive que notre pays. Alors, cela étant, nous avons de solides atouts, selon ces mêmes chefs d'entreprise. D'abord, la formation des talents, où là, la France marquerait des points par rapport à ses principaux concurrents ou partenaires européens. Le respect de l'environnement, où même si la réponse majoritaire, c'est que nous ne sommes ni mieux ni moins bien lotis, il y a malgré tout 43% des personnes interrogées qui considèrent que cela fait partie de nos atouts. Et vous voyez dans la colonne rouge que très peu de gens considèrent que nous serions mal placés. C'est vrai aussi dans une moindre mesure pour l'excellence technologique, 38%, pour les politiques d'inclusion et de solidarité, même si là encore il faut vraiment remarquer ce qu'il y a en jaune, c'est-à-dire le ni mieux ni moins bien. Et en revanche, nous avons véritablement un handicap majeur perçu qui est la faiblesse de notre tissu industriel, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui reste très présent chez ces personnes interrogées, ces chefs d'entreprise. Alors face à cela, quelle est la perception des réformes qui ont été menées depuis 2017 ? Là, vous le voyez, c'est un plébiscite. C'est un plébiscite qui ne se dément pas. On est à plus de 90%. Je suis heureux que ce soit retombé un petit peu à 92%, parce que les 98% précédents devenaient même suspects. Mais on est en tous les cas face à un plébiscite d'approbation sur les mesures qui ont été prises pour améliorer l'attractivité de notre pays, ce qui, encore une fois, était loin d'être le cas, en tous les cas pas du tout à ce niveau dans les années 2014-2015, quand nous avons initié cet outil de mesure. En revanche, est-ce que le rythme des réformes, et c'est là où il y a une alerte, est-ce que le rythme des réformes est trop rapide, trop lent ou au bon niveau ? Vous voyez qu'il se passe quelque chose qui ne va pas dans le sens général de cette enquête qui est très positive, puisque maintenant les 2 tiers, plus des 2 tiers, 69% des personnes interrogées nous disent que le rythme des réformes est trop lent. Il ne faut pas s'en étonner après une pandémie qui forcément a congelé une grande partie des réformes, mais c'est quand même un petit indice, et vous allez le voir également dans les attentes, un petit indice au moins d'une interrogation de la part des chefs d'entreprise interrogés. Malgré tout, au-delà de cette interrogation sur un rythme des réformes qui devrait être plus soutenu, selon eux, l'idée que dans les années à venir, les sièges, les maisons mères vont davantage investir en France pour développer leurs activités, croît à nouveau de façon forte, 73% après un 54% l'année dernière, et on retrouve donc des niveaux depuis 2017 qui sont des niveaux extrêmement élevés sur l'attractivité de notre pays et la possibilité d'y voir fleurir de nombreux investissements. Pour finir, quelles sont les attentes prioritaires des chefs d'entreprise interrogés ? C'est là où nous avons la réponse à l'interrogation sur le rythme des réformes, notamment dans le changement de hiérarchie par rapport à la dernière fois. Vous voyez que la principale attente des personnes interrogées, c'est la poursuite de la transformation et notamment le fait de ne pas abandonner un certain nombre de projets de réforme phares dans le domaine des retraites et de l'assurance chômage. Je crois que c'est ça
le message d'alerte qui est envoyé, c'est l'interrogation des chefs d'entreprise qui est envoyée au gouvernement sur le fait de poursuivre. Est-ce que ces réformes vont se poursuivre ou pas? La réforme de l'assurance chômage, elle est déjà en œuvre, mais l'interrogation porte aussi sur la réforme des retraites. On était à 49% en 2020 et ce n'était pas la première des attentes. On est à 73% cette fois-ci. Le signal, l'alerte à prendre en compte, je crois, c'est principalement cette dimension. Devenir un leader dans le domaine des technologies d'avenir est aussi une attente forte. On est à peu près au même niveau que l'année dernière, 66% de citations. Et puis la transition reste une attente également extrêmement forte, puisqu'on est à 50%, en très forte hausse par rapport à l'année dernière, avec la question de la fiscalité, mais qui a un peu reculé, parce qu'il y a probablement plus de satisfaction que les années précédentes, qui a un peu reculé donc dans les attentes. Pour terminer, est-ce que les politiques d'inclusion pour les entreprises sont quelque chose qui est perçu comme une priorité, qui est une priorité des entreprises? Oui, nous dit-on à 83%, là aussi une évolution très forte par rapport à 2020, mais qui traduit probablement la réalité et la prise en compte de plus en plus forte, je le vois dans de nombreuses enquêtes, de cette dimension dans les entreprises. Donc là, on a un reflet qui est tout à fait en phase avec ce que nous pouvons mesurer à Ipsos par ailleurs. Et est-ce que la société des personnes interrogées est favorable à intensifier son engagement dans le domaine de l'inclusion? Vous le voyez, c'est un plébiscite à 95%, donc on devrait s'attendre, s'ils nous disent bien la vérité, à ce que ces politiques prennent un essor encore plus important dans les années à venir. Merci et bon débat. Merci à vous, merci Brice Teinturier pour cet exposé. Alors on l'a bien entendu, des messages très optimistes, un plébiscite, pour reprendre les termes de Brice Teinturier, quelques points de vigilance, mais globalement, sur le plan de l'attractivité, la France se sort quand même bien de la mauvaise passe que le monde vient de traverser. Éric Fourel, vous nous faites le plaisir de présider cette table ronde, et donc c'est vous qui avez le premier message à passer à notre auditoire cet après-midi. Écoutez, merci Marie, et je suis d'autant plus heureux d'ouvrir cette première table ronde qu'effectivement la tâche m'en est largement facilitée. On a un point d'interrogation qui ponctue l'intitulé de cette session. Une France leader et attractive. Et quelque part, ça avait pesé une certaine hypothèque, mais qu'on peut d'emblée soulever. Je crois qu'on l'a déjà entendu cet après-midi. Il n'y a plus aucune ambiguïté à l'aube de la présidence française de l'Union européenne et des élections de 2022. Il n'y a plus aucun doute. La France est effectivement leader et particulièrement attractive. On l'a vu à travers le sondage Ipsos. On l'a vu aussi avec le baromètre EY qui a été publié en juin dernier pour la deuxième année consécutive, et le ministre Franck Riester le rappelait tout à l'heure, pour la deuxième année consécutive, la France est arrivée en tête en matière d'attractivité pour l'implantation de nouveaux projets en Europe. Et ce n'était jamais arrivé depuis l'existence de ce baromètre il y a plus de 20 ans. Donc voilà, clairement, la France est le pays leader en Europe en matière d'attractivité. Nul besoin de point d'interrogation. Maintenant, la question, elle est effectivement, et on va en débattre, je pense, au sein de ce panel, plutôt comment demeurer attractive, comment est-ce que la France doit effectivement mener son jeu pour demeurer le pays le plus attractif dans ce monde nouveau qu'il faut construire et qui est l'intitulé des États de la France. Et donc, je crois, Marie, que nous allons avoir deux grands économistes. Une discussion riche autour de cette table ronde. Et effectivement, vous avez raison, nous avons deux économistes. J'invite sur scène Philippe Aghion et Patrick Artus. Mais peut-être, Marie, avant, si vous me le permettez, et pour lancer le débat, j'aurais envie de partager trois petites réflexions très rapidement. Pendant qu'il s'installe. Pendant qu'il s'installe. La première, mais le ministre nous l'a dit aussi, c'est que le chemin qui a été parcouru est absolument colossal. Et l'attractivité de la France, elle est aujourd'hui ancrée. On revient de très loin. Le France is back, ça date de 2017 et on connaît ce qu'était au fond l'image précédente d'un pays qui entravait la liberté entrepreneuriale. Aujourd'hui, ce constat, il est là, l'ancrage est très fort. Maintenant, on voit bien, et on l'a vu aussi à travers le sondage Ipsos, il faut prendre garde. Tout n'est pas définitivement acquis. Et en particulier,
il y a cette question du rythme des réformes qui ne serait pas tout à fait assez rapide. Et ça m'amène à une deuxième réflexion, et j'en terminerai là, ou presque, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur le sujet, mais une deuxième réflexion sur la France, il ne faut pas l'oublier, demeure tout de même la championne mondiale des prélèvements obligatoires. Et il continue de peser sur les entreprises. Alors, et Monsieur le ministre l'a souligné également, on a fait la moitié du chemin en matière d'impôts de production. On a baissé de moitié la CVAE, et c'est un effort de 10 milliards absolument considérable. Et effectivement, je pense que les entreprises ont aujourd'hui à peu près fait le calcul, et l'économie est tout à fait significative. Mais, le ministre l'a dit aussi, nous sommes encore face à un handicap vis-à-vis de l'Allemagne. Et j'en ajouterai un second, qui est souligné par une étude récente de l'OCDE en matière d'imposition du coût du travail. On reste avec un coût du travail qui est plus élevé, 14 points de plus que la moyenne de l'OCDE. Maintenant, la grande question, c'est, au fond, est-ce qu'on aura les marges de manœuvre budgétaire pour aller plus loin en la matière? C'est absolument pas facile, on le sait bien, compte tenu de ce que seront les dettes publiques à l'issue de la crise. Et la troisième réflexion, et j'en arrête là, c'est sur le terrain de la révolution technologique et de la transition climatique. Il faut à tout prix préserver cet écosystème de l'innovation à la française à travers le crédit d'impôt recherche qu'il faut absolument sanctuariser, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. Les écosystèmes d'innovation doivent être stimulés d'une manière encore beaucoup plus large. Et sur le terrain de la transition écologique, me semble-t-il, le ministre l'a dit également, nous avons un atout considérable. 58% des entreprises considèrent que la France peut devenir la championne mondiale de l'économie verte. C'était aussi dans le baromètre d'EY publié en juin dernier. Mais là, les règles du jeu, elles vont être fixées au niveau européen. Monsieur le ministre y a fait une allusion. Il n'est pas encore acquis que l'énergie nucléaire sera considérée comme une énergie verte au sens de la taxonomie qui est en train d'être définie dans le cadre du paquet climat que nous a annoncé Ursula von der Leyen au mois de juillet prochain. Donc il y a beaucoup de batailles qui vont se jouer sur ces enjeux de régulation pour que l'Europe et la France puissent gagner cette bataille de la compétitivité et de l'attractivité en matière écologique. Donc voilà, c'était les trois réflexions que je voulais faire. On a un résultat formidable, on a certainement encore du chemin à parcourir, on a deux gros enjeux sur la révolution technologique et la transition climatique. Voilà, donc l'essentiel est pour demain. Merci beaucoup Eric Fourel. On va évidemment reparler de ces sujets essentiels que vous venez d'évoquer. Mais donc d'abord, nous avons Philippe Aghion et Patrick Artus qui se sont installés à la table là-bas parce qu'ils vont intervenir tous les deux sur une séquence qui a été intitulée « Un autre regard ». Un regard différent. On a beaucoup entendu parler d'une France très attractive. Peut-être ont-ils une vision d'économiste un tout petit peu différente de celle du sondage chiffré qui vient d'être présenté. Et donc avant de leur laisser la parole, parce que c'est leur moment à tous les deux, j'ai quand même envie de les lancer sur cette question qui finalement, êtes-vous aussi optimiste que ce qui vient d'être décrit, Patrick? Et je vous laisse. Oui. Merci Marie, bonjour à tous. Donc, avec Philippe, on va se partager le travail comme ça. Donc on va prendre une première séquence sur le constat, et ensuite une seconde séquence sur les perspectives, les solutions, les remèdes possibles. Alors, notre sentiment, et je parle pour Philippe, s'il n'est pas d'accord, il le dira dans 3 minutes, c'est que votre vision est un peu, et quand je dis un peu, peut-être un peu beaucoup optimiste. Alors, je vous conseille la lecture du dernier livre de Nicolas Bavresse qui explique que la France est à 15 jours de sa disparition totale. Donc, il y a des vues différentes de la vôtre. Donc, je vais essayer de résumer peut-être le sentiment, pas le mien particulièrement, peut-être le sentiment plutôt des économistes, et Philippe continuera, puis ensuite on parlera de solutions. Alors, il est vrai, et ceci est tout à fait clair, que des progrès très importants ont été faits depuis quelques années. Alors, on en a déjà parlé aujourd'hui, donc je vais vite, sur la fiscalité des entreprises, du revenu du capital, la baisse des impôts de production, sur la formation, un jeune, une solution, l'aide à l'apprentissage, le plan de relance, le plan d'investissement, la French Tech, etc. Il y a vraiment des progrès qui ont été faits et qui sont assez clairs.
Alors, cependant, deux choses, il me semble, nous attirent notre attention par rapport au jugement de Brice et de l'enquête Ipsos dans un instant. La première, c'est que rien de cela ne se voit dans les chiffres macroéconomiques. Quand vous regardez les chiffres de la macroéconomie, vous voyez que les exportations de la France ne suivent pas le commerce mondial, elles vont moins vite, que le déficit commercial de la France s'aggrave rapidement, que les investissements directs nets sortent, donc il y a plus de délocalisation que de localisation en France, que l'investissement en modernisation, en nouvelles technologies, en robots est 2 fois plus faible en France que dans les autres pays européens, et que la capacité de production de l'industrie est 15% plus basse aujourd'hui qu'il y a 20 ans et continue à reculer. Donc la macroéconomie ne raconte pas du tout la même histoire que l'enquête Ipsos. Dans une minute, j'essaierai de donner des pistes d'interprétation de cela. Et puis seconde chose, et Philippe bien entendu va compléter dans une minute, les économistes mettent en avant un certain nombre de problèmes structurels qui paraissent assez graves. Le premier, c'est celui de compétences. Nous avons un problème clair, alors toutes les enquêtes le disent, de compétences de la population active. Au-delà, bien sûr, des formations d'élite, qui ne posent pas problème. Dès qu'on sort de ces formations d'élite, il y a un problème de compétences. Ceci conduit à un taux d'emploi qui est particulièrement faible. La proportion de la population en âge de travailler qui a un emploi est 12 points plus basse en France qu'en Allemagne, ce qui est évidemment la source de très nombreux problèmes sur les inégalités, sur les recettes fiscales, etc. Et puis, nous avons une fiscalité, et ça vient d'être dit, qui même si elle a fait des progrès, reste quand même extrêmement pénalisante. Quand vous ajoutez les cotisations sociales et les impôts de production des entreprises, vous avez une pression fiscale sur les entreprises qui est 7 points de PIB plus élevé en France qu'en Allemagne. Donc c'est un écart qui est absolument gigantesque. Donc voilà, donc nous, donc on est quand même perturbé. Il y a ce jugement, votre jugement qu'on peut appeler la microéconomie, le jugement des chefs d'entreprise qui est positif, et il y a la macroéconomie qui est plutôt négative. Alors comment est-ce qu'on peut réconcilier ça ? D'abord peut-être justement c'est du micro-macro, c'est-à-dire il y a un sentiment de chef d'entreprise positif, mais les grandes évolutions macroéconomiques ne suivent pas. Certes, il y a des entreprises qui s'implantent en France, mais il y a aussi beaucoup de délocalisation, et c'est peut-être un problème de niveau de gamme. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une évolution où il y a de l'implantation en France du haut de gamme, et on continue à perdre du milieu de gamme, ce qui est compréhensible, mais qu'en net, ceci laisse un effet négatif. Et vous êtes plus sensible à la relocalisation ou à l'implantation du haut de gamme qu'à la poursuite de la perte du milieu de gamme. Et deuxième interprétation, et je passe tout de suite la parole à Philippe Aghion, c'est que c'est trop tôt pour voir tout ce que vous avez mentionné dans la macroéconomie. Il faut attendre plusieurs années. Quand Schröder en Allemagne lance le plan de réforme en 2000-2001, il faut attendre 2006 pour voir vraiment les chiffres macroéconomiques de l'Allemagne s'améliorer. Donc peut-être on n'a pas encore assez de recul pour voir cette amélioration. Je crois quand même qu'il ne faut pas sous-estimer le travail qui reste à faire. Et sur ce, je passe la parole à Philippe qui va compléter ce premier point sur le constat. Merci beaucoup. Donc voilà, de toute façon, Patrick a déjà dit beaucoup de... Voilà, donc on est d'accord sur tout pratique. Donc effectivement, je répète, c'est vrai qu'il y a eu une période de libéralisation, il y a eu les réformes fiscales pour lesquelles moi je me suis personnellement beaucoup battu, pour la flat tax et puis pour la suppression de l'impôt sur la fortune mobilière. Donc moi on avait écrit changer de modèle avec Eli Cohen et Gilles Berset poussant pour ça, et j'ai beaucoup poussé auprès du président pour ça. Et puis il y a eu les réformes pénicaux, donc tout ça est allé dans la bonne direction, la réforme de la formation professionnelle, donc c'est ce qu'on appelle les réformes de libéralisation. Mais la crise du Covid a révélé en partie, mais on le savait, qu'on a un problème de désindustrialisation. Quand il y a eu le Covid, on a regardé avec Eli Cohen et d'autres amis, on a regardé dans les produits Covid, respirateurs, masques et principes actifs. Au début des années 2000, nous étions à peu près au même niveau que l'Allemagne en export et import. Et eux, ils ont énormément augmenté leurs exports et leurs imports, mais ils ont maintenant un excédent budgétaire de 20 milliards d'euros sur ces produits maintenant. Et nous avons stagné et nous n'avons aucun surplus commercial sur ces produits. Donc, si vous voulez, il s'est passé quelque chose que l'Allemagne a fait que nous n'avons pas fait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'eux, ils ont beaucoup investi chez eux et innové, là où nous, on a beaucoup délocalisé. Et alors, du coup, le président, quand on lui avait montré ça, il avait dit « Mais pourquoi vous ne regardez pas tous les autres secteurs ?» Et on a regardé l'ensemble des grands secteurs manufacturiers.
Et on s'est rendu compte qu'à part l'aéronautique et le nucléaire et quelques secteurs, nous avons perdu du terrain en innovation depuis le début milieu des années 95 et 90. Et du coup, ça s'est traduit après par une perte en matière commerciale. Donc, c'est la perte en innovation qui préfigure le déclin commercial. Donc, il y a vraiment la nécessité de réindustrialiser par l'innovation. Et ce n'est pas juste de rapatrier des entreprises de Chine en France, c'est de reconquérir la maîtrise de chaîne de valeur avec les grandes entreprises existantes, mais aussi avec de nouvelles pousses. Il faut favoriser l'entrée de nouvelles entreprises et la croissance de nouvelles entreprises. Je crois beaucoup, je suis un schumpeterien et je crois dans Firm Dynamics. Ce n'est pas juste aider les entreprises en place, qui sont très très bien, mais c'est aussi aider les nouveaux, parce que l'innovation, se fait beaucoup dans les jeunes pousses, dans la mesure où elles peuvent grandir. Et donc, il va falloir avoir une politique de réindustrialisation par l'innovation. Et ça va être une politique, c'est un mélange de politique d'innovation et de politique industrielle, mais on va arriver aux solutions, c'est-à-dire de politique industrielle pro-concurrence et pro-entrée. C'est-à-dire qu'il va falloir repenser la gouvernance de la politique industrielle. On ne peut plus faire du Carrefour, Couche-Tard, de ça, c'est la vieille politique industrielle de grand-papa. Moi, ministre de l'économie, je décide qu'un tel peut aller avec un tel. Ça, il ne faut plus faire ça. Maintenant, il faut faire la DARPA, la BARDA, la vraie politique industrielle moderne des pays modernes. Voilà. Et ça, je suis pour une refonte de la politique industrielle avec une nouvelle gouvernance pro-concurrence et pro-entrée de la politique industrielle. Voilà, ça que je voulais dire. Alors, est-ce qu'on arrive aux solutions? Peut-être je commence et tu fais après. Allez, hop, solution. C'est ça que vous voulez me demander, qu'est-ce qu'on pense faire? Donc en gros, la France, elle sort du Covid en disant il faut réindustrialiser, il faut investir dans l'innovation, il faut investir dans les compétences, etc. Nous avons un déficit public. Et là, je voudrais intervenir parce que j'ai entendu des choses que je n'aime pas beaucoup. Il y a une espèce de discours alarmiste sur la dette publique. Alors, il faut s'inquiéter de la dette publique et vouloir résorber la dette publique. Mais le discours que j'entends, que ce soit dans différents endroits, mais peut-être qu'on va entendre au Havre aussi ce week-end ou dans d'autres endroits, c'est un discours austérité et très Bundesbank, je dirais. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire réduisons tous les coûts et faisons des réformes radicales, réforme retraite à 67 ans, réduction de l'assurance maladie, dégressivité généralisée des allocations chômage, pour résoudre le problème budgétaire. Je suis contre cette approche. Moi, je suis pour Draghi. Mario Draghi, qu'est-ce qu'il fait Mario Draghi? Mario Draghi, il a utilisé l'argent européen pour emprunter et pour investir dans l'éducation, la recherche, le digital, l'énergie et la santé. Et en même temps, il fait des réformes structurelles en même temps que ces investissements. Et je pense qu'il faut avoir une politique nouvelle où on dit d'abord toutes les dépenses ne se valent pas. Il y a des dépenses publiques qui aident la croissance, des dépenses publiques qui n'aident pas la croissance. Et il faut mettre l'accent, il faut regarder la composition de la dépense publique et pas juste le total de la dépense publique. Mettre l'accent sur des dépenses publiques comme la politique industrielle, l'innovation, etc. avec une bonne gouvernance. C'est-à-dire il va falloir maintenant dire au pays, vous voulez, Monsieur Draghi, investir dans l'éducation et la recherche, nous allons regarder la gouvernance et la performance de vos investissements de croissance. Et en même temps, il faut que vous ayez des réformes de l'État. Nous, il faudra qu'on réforme nos retraites. Je suis pour un allongement de la durée de cotisation, mais pas jusqu'à 67 ans. Ce serait peut-être 1 ou 2 ans de durée de cotisation supplémentaire, beaucoup moins brutale. Mais il va falloir faire quelques réformes, retraite, État, en même temps que nous avons ces investissements de croissance. Donc je crois qu'il y a une nouvelle manière de penser Maastricht et une nouvelle manière de penser comment réconcilier maîtrise de la dette publique et nécessité d'investir dans la croissance et la réindustrialisation de la France. Et je crois que maintenant, il faut changer de paradigme, se moderniser. Et je pense que Mario Draghi nous montre la voie. Merci. Alors, bon, Bon, je vais finir sur les propositions pour compléter ce qu'a dit Philippe. Je vais essayer de ne pas dire de redite. Je crois qu'on pourrait centrer les propositions sur un certain nombre de blocs. Il y a le bloc compétences. On a vraiment regardé les enquêtes. Regardez l'enquête Teams qui a fait beaucoup parler, où la France est dernière pour la compétence en sciences des enfants, qui est quand même quelque chose d'absolument effrayant. Alors j'exagère, il y a 2 ou 3 modalités où les Roumains font l'effort d'être derrière nous, mais sinon on est vraiment tout le temps dernier. Et donc, il y a un énorme problème de compétences scientifiques des enfants. Il va falloir faire un vrai travail sur les compétences scientifiques qui passe par une réforme, sans doute, de la façon dont on recrute les professeurs dans les écoles.
Et puis je crois que les entreprises ont un énorme rôle à jouer dans les compétences. Je crois qu'à un certain moment, Philippe et moi, on passe beaucoup de temps aussi avec l'éducation nationale. Je ne crois plus du tout que l'éducation nationale donnera aux entreprises les compétences dont elles ont besoin. Et je pense que vous allez devoir, vous, former encore plus qu'aujourd'hui vos salariés, former des jeunes, récupérer des jeunes en difficulté. Bien sûr, beaucoup d'entreprises le font, mais ça va être encore plus nécessaire. Sur la fiscalité, il faudrait aller plus loin, plusieurs personnes l'ont dit. On a évidemment un problème de déficit public. Il y aura à nouveau des règles budgétaires européennes, probablement en 2023. Elles seront plus intelligentes que les précédentes, mais elles ne donneront pas toute liberté. Il faut espérer qu'on puisse faire l'effort, suggéré par Philippe, d'identifier les dépenses publiques qui fabriquent de la croissance. Philippe sait que je suis beaucoup moins optimiste que lui sur notre capacité à savoir quelles sont les bonnes dépenses. Quand vous travaillez, par exemple, avec l'OCDE, je connaissais sans doute Éric Charbonnier, qui est le spécialiste de l'éducation de l'OCDE, Éric dit que la dépense publique la plus efficace, c'est l'argent mis dans les maternelles. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément évident et ni trivial de savoir où il faut mettre l'argent public. Cela étant, même si les règles budgétaires nouvelles qui vont arriver seront un peu plus intelligentes et à nouveau plus souples, il y aura une contrainte budgétaire et comme Philippe, je crois que nous ne pourrons continuer à mettre de l'argent là où il le faut et à baisser les impôts de production qui sont encore probablement presque 3 points de PIB trop élevés, qu'en faisant la réforme des retraites. Et je crois qu'il faut une réforme des retraites profonde. On dépense en France 14% du PIB pour les retraites publiques, c'est 8% du PIB dans les autres pays européens, c'est 6 points de PIB d'écart, c'est absolument monstrueux. Et moi, je vais bien jusqu'à 67 ans volontiers. Bon. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, sur l'innovation, je ne vais pas être trop long, mais pour compléter ce qu'a dit Philippe, notre vrai problème, c'est l'innovation de rupture. On a énormément de mal en France à avoir des innovations de rupture. Et vous voyez ce qui s'est fait, regardez l'exemple du vaccin ou de l'espace, voilà, et on n'a pas la DARPA. Et on n'a pas la DARPA ou le BARDA dans le domaine de la santé. Et quand vous parlez à tous les acteurs de la santé, par exemple, et que vous parlez à l'État, au service de l'État, l'Europe, mais la France particulièrement, déteste l'idée de mettre à risque de l'argent public. Ça, c'est quelque chose qui est absolument clair. Et quand les services de l'État qui pourraient le faire vous disent qu'il y a un vrai blocage. Les agences publiques de recherche, les labos publics vous disent qu'il y a un vrai blocage sur l'idée de mettre de l'argent sur un projet qui, avec une probabilité élevée, va rater, de tenter le coup. Et donc, il va falloir changer la culture de l'État. Il va falloir trouver un moyen parce que tant qu'on n'aura pas cette culture du risque dans l'État, on ne fera pas la DARPA. La DARPA, c'est l'acceptation de perdre beaucoup d'argent pour de temps en temps avoir un projet formidable qui est financé. Et nous n'avons absolument pas cette culture en France. Et ça, les personnes dans l'appareil d'État qui sont en charge de cette question sont parfaitement au courant de cette difficulté, mais ont beaucoup de mal. Je discutais il y a 2 jours avec un très haut fonctionnaire qui est en charge de ces sujets. Il me dit, ce n'est pas toi qui parles à la Cour des comptes. Et donc, il y a une vraie difficulté à sauter le pas pour être capable de mettre à risque, pas seulement de l'argent privé, mais aussi de l'argent public et avoir davantage d'innovation de rupture. Donc voilà, je crois, compétences, rôle des entreprises dans les compétences, nécessité de réformer les retraites pour redonner des marges de manœuvre de politique économique et acceptation d'une autre perception du risque dans l'État, dans l'appareil d'État. Merci beaucoup. Nous voulions un autre regard. Nous avons eu un autre regard. Patrick Artus, Philippe Aghion, merci à tous les deux. Bon, l'avantage, c'est qu'ils nous ont donné la matière à débattre. Et peut-être... merci. Au revoir. Et peut-être que pour commencer cette table ronde, on peut revenir sur quelques éléments qui ont été prononcés par nos 2 économistes, parce que je vous ai vu parfois faire la moue, parfois approuver, parfois prendre des notes. Peut-être qu'on peut repartir de ce constat d'économistes où ils disent finalement, nous, macroéconomiquement, on ne voit rien de ce que vous pensez, chef d'entreprise. Est-ce que ça vous fait réagir, quand il dit on pourrait réussir à réunir macro et micro, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Est-ce que ça vous fait réagir quand vous entendez ça? Ça vous a fait réagir pendant qu'ils ont prononcé ces mots? Le premier qui prend le micro. Ouais, allez-y, Corinne de Bilbao. Je vais commencer. Bonjour. Donc Microsoft France. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, donc Microsoft, c'est 2000 personnes en France, mais c'est aussi 10 500 partenaires. Donc 70 000 personnes qui travaillent, ce qui veut dire qu'on a un assez bon maillage du territoire, mais aussi des secteurs d'activité, pour voir un petit peu cette transformation et comment la crise a été vécue.
Alors moi j'ai une vision un petit peu plus équilibrée dans le sens où ce qu'on peut dire c'est que oui, au niveau français, le regard qui est porté c'est qu'on s'en est plutôt bien sorti sur la crise sanitaire. Notre système a tenu, ce qui est très bien. Les entreprises ont été soutenues aussi et le regard qui est porté par l'étranger est plutôt assez positif de ce point de vue-là. Et puis il y a des choses qui, je trouve, qui ont. Alors il y a toujours les mêmes atouts de la France, recherche et développement, on en a parlé, l'innovation, les grands champions nationaux. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui a émergé. C'est deux choses. C'est des startups qui sont devenues des licornes. On a quand même 23 licornes en France, et ça, c'est un beau succès. Et puis c'est aussi tout ce qui est autour de l'environnement. Et d'ailleurs, pour partager, j'étais sur un call ce matin avec mes collègues européens, et c'est la France qui a été reconnue comme le champion en termes d'environnement par rapport aux projets qui sont aujourd'hui décidés et discutés en France au niveau des entreprises. Alors, donc plein d'atouts, ça c'est vrai. Je pense néanmoins qu'il y a deux sujets. Il y en avait un dont ils ont parlé. Le premier, c'est les compétences. Alors on dit effectivement on a plein de talents en France, c'est vrai, mais on a des gros déficits de compétences. Et en particulier si on parle du numérique. Il y a quand même 200 000 emplois qui vont être créés d'ici 2022 et il y a un énorme déficit. Et en fait, on s'est aussi rendu compte lors de la crise qu'il y avait en France de l'électronisme. C'est-à-dire qu'à côté de toutes les fractures sociales qu'on connaît, il y a aussi un sujet d'accès au numérique, à la fois dans la société et dans les entreprises. Alors on dit c'est 17% selon l'INSEE, c'est pas rien. Puis moi j'ai vu une autre statistique qui n'est pas très glorieuse, c'est le CESI, qui est un baromètre donc, qui regarde un petit peu la maturité numérique, sociale et économique de la France. On était au 16e rang. Donc il y a beaucoup de travail, tout à l'heure il parlait de robotisation, mais sur le sujet du numérique, on a encore beaucoup de travail à faire. Au niveau des compétences. Et un des problèmes qu'on a, parce que si vous regardez ce qui sort des universités, il y a à peu près 400 étudiants en intelligence artificielle. En France, si on regarde par rapport aux autres pays, on a tendance à recruter des gens à Bac plus 5, master, au niveau des métiers du numérique, alors que d'autres pays européens vont sur des Bac plus 2, plus 3, voire des Bacs. Et alors, je vous coupe une seconde, Corinne. Est-ce que et ça, c'est un problème. Vous penchez plutôt du côté de cette courbe Ipsos qui nous dit les étrangers reconnaissent les talents français, ou vous penchez plutôt dans votre vécu quotidien du côté de ce que nous disent les économistes qui disent qu'il y a un vrai problème de compétences et donc de talents à recruter. Parce que finalement, c'est ce paradoxe qui est exprimé entre cette courbe et ce qu'ils nous disent cet après-midi. Moi, je ne serais pas dans le négativisme en disant oui, il y a des talents français, mais il faut qu'on aille plus vite, quoi. C'est plus, en fait, il faut qu'on accélère parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup les entreprises qui font. Nous, on a créé des écoles d'intelligence artificielle, on a formé à peu près 1000 personnes. En fait, il faudrait former 100 000 personnes, sauf que les entreprises ne peuvent pas faire ça toutes seules. Il faut qu'il y ait un partenariat public-privé. On en a parlé avec les instances gouvernementales, etc. Donc, il y a un vrai sujet d'accélération. Moi, je ne crois pas qu'on soit plus mauvais ou meilleur que d'autres. Il y a quand même un sujet qui est le niveau d'études en France, où effectivement, sur des métiers comme ça, on a tendance à vouloir recruter des Bac plus 4, 5, quand même une tendance française, alors que finalement, il y a des besoins qui peuvent être... Dans nos écoles IA, par exemple, on recrute niveau Bac, et parfois même moindre, donc il y a des possibilités de formation. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on doit accélérer. Moi, je ne suis pas négative, mais je pense qu'il faut... Et ce n'est pas que les entreprises, je pense qu'il faut un vrai partenariat. Et l'autre sujet, je pense, d'attention, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est sur le tissu industriel. On a des grands champions nationaux, n'empêche que, et on s'en est rendu compte, nous, notamment sur les sujets digitaux, qu'il y a un vrai problème de numérisation et digitalisation du tissu des PME. C'est quand même 4 millions de PME en France. Et il y a beaucoup de, on va dire, d'ignorance digitale qui, du coup, quand on parle de relocalisation, c'est bien, mais être compétitif, c'est aussi pouvoir apporter de la productivité et c'est aussi pouvoir exporter, mettre en ligne, développer des nouveaux usages. Et là-dessus, il y a un sujet. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises, mais pas que Microsoft d'ailleurs, qui ont fait des choses. Nous, on a fait quelque chose qui s'appelle la PME numérique pour développer des formations, mettre à disposition plein de formations gratuites à destination des dirigeants de PME, mais c'est toujours trop peu, quoi. C'est ce que les entreprises privées font. Donc il y a un vrai, je pense que dans le plan de relance sur la direction qui va être donnée au fond, il y a un vrai sujet sur les PME et les territoires. C'est pas que les grands champions, hein. Si on veut effectivement réindustrialiser et relocaliser. Voilà. Donc moi j'ai une opinion balancée, on va dire. Un bon juste milieu, ça s'appelle. Exactement.
Lucas Mollo pour Pfizer, je vous vois prendre votre micro, vous aussi, vous réagissez à ce qui a été dit par notamment Patrick Artus. Oui, et aussi par M. Aguillon. Monsieur Aguillon. Bon, je suis directeur On a médical vu de Pfizer convaincu. France, mais je suis italien. Et, avant ces propos, en fait, je me sentais fier pour l'art, pour les beautés du pays, mais jamais pour l'économie. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, et je pense à deux Italiens aussi, donc je suis trop visé par rapport à ça. Mais en tout cas, je voulais dire, donc, la crise nous a, de notre perspective, en fait, nous a appris deux choses. La première, c'est qu'on a constaté la fragilité du système de santé français, pour lequel on a besoin vraiment de mettre en place des réformes. S'il a résisté au choc, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui ont travaillé dans les hôpitaux pendant toute cette période. Et grâce à vos industries. Et justement. Et le deuxième, c'est grâce à l'industrie du médicament. Je pense que, voilà, M. Riester a évoqué un certain nombre de sujets, mais je pense qu'on ne serait pas ici aujourd'hui à parler des croissances, parler de reprise économique, si on n'avait pas eu cette prouesse d'innovation qui était le vaccin, qui était parce que le nôtre, mais d'autres aussi, dans un délai très très court, ont réussi à développer et à être utilisés dans les populations. Ça, c'est quand même très important, il faut le reconnaître. La reprise économique passe aussi par l'investissement dans la santé. Parce qu'ils ont dit quelque chose qui a dû vous plaire, pardon, je vous coupe, ils disent plus d'innovation, il faut de l'innovation. Exactement, l'innovation passe par des réformes. Donc, et dans les derniers temps, donc, ils ont parlé des plans, ils en ont oublié un qui est fondamental, c'est le plan Innovation Santé 2030 qui a été donc annoncé par le président Macron et le gouvernement en juin de cette année, et qui est fondamental parce que effectivement ils sont très ambitieux, veulent faire de la France le premier pays dans l'investissement, donc dans l'innovation en santé en Europe, et ça c'est très important. Mais aussi des mesures qui ont été annoncées pour soutenir cette innovation de l'industrie. Donc augmentation effectivement de l'investissement dans les produits de santé, ça c'est une annonce qui est très forte, j'espère que donc, les promesses seront maintenues. Deux, c'est faciliter l'accès à l'innovation. Aujourd'hui, nous avons notre référence, c'est l'Allemagne, ils sont beaucoup plus rapides que nous à faire arriver l'innovation jusqu'aux patients, donc ça c'est très important. Aussi des nouveaux mécanismes de remboursement des innovations au sein de l'hôpital, donc pour permettre aux patients de bénéficier le plus rapidement possible de ces innovations, et c'est quand même très important. Et je pense que ces innovations-là doivent être maintenues dans les faits parce que tout ça, ça a été annoncé dans les comités stratégiques des industries de santé, mais dans les faits, quand on voit la première ébauche du plan de financement de la sécurité sociale, et je reviens sur les mots de M. Aguillon, dans la santé, il faut investir. Investir parce que investir dans la santé, c'est aussi investir dans notre futur et investir aussi dans la croissance économique. Parce que, je le répète, si l'industrie du médicament n'était pas là, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, ces débats, on l'aurait eu dans 2-3 ans, peut-être. Et quand vous dites il faut que ces investissements se réalisent, ça veut dire que vous avez des doutes sur le fait que ça se passe réellement comme ça a été annoncé ? En fait, on a tendance toujours à faire appel à l'industrie du médicament quand effectivement on a besoin de nous. Et là, on a démontré d'être présent. Et je cite une chose qui n'est pas connue du grand public, c'est parce qu'aujourd'hui Pfizer est connu par son vaccin. Mais il faut savoir que pendant la crise, on était peut-être l'acteur majeur pour fournir des médicaments nécessaires dans la médecine d'urgence, et en réanimation essentiellement. Et ça, on a dû fournir et produire 20 fois plus de médicaments d'urgence ce qu'on faisait habituellement. Donc le choc, nous, on l'a absorbé. Par contre, à chaque fois qu'on parle de déficit de la sécurité sociale, à qui on fait appel? À l'industrie des médicaments. Et je vous donne 2 chiffres. Ils nous avaient promis une réduction de baisse justement des efforts sur les prix des médicaments. Et déjà cette année, ils nous demandent de couper, bien entendu, dans toute la branche, 650 millions d'euros. L'année prochaine, c'est 900 millions d'euros. Je pense que ce n'est pas des bons signaux pour soutenir l'innovation. Et quand nous sommes appelés, nous sommes là. Merci beaucoup pour votre témoignage. François Bourzec, pardon. Vous travaillez pour une entreprise de services. Les services, on le sait, ont été largement pénalisés pendant cette crise. Pour revenir à une vision un peu plus globale, comment vous vivez cette sortie de crise, cette reprise? Quel est votre regard un petit peu sur la période actuelle? Alors,
effectivement, nous n'avons strictement aucune activité industrielle en France, mais principalement du service. Donc en cela, nous avons été très très rapidement impactés dès le 17 mars, avec une activité qui s'est affalée de 80% du jour au lendemain. Donc je ne vous cache pas que d'un point de vue équipe et collaborateurs, ça a été extrêmement compliqué. Donc ça a été pour nous, en tout cas, une véritable leçon de vie. Et ça nous a appris, ça nous a montré toute la résilience que ces équipes étaient en fait capables de démontrer en continuant à accompagner nos clients, qui étaient dans des domaines très sensibles, notamment des domaines de la santé, pour qu'effectivement ces domaines-là puissent continuer à fonctionner. Après, le deuxième enseignement, c'est la réactivité et la réponse à la crise de notre tissu économique, notamment au travers des PME et des ETI. Parce qu'en fait, nous, on réalise à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires avec ces entreprises. Et en fait, quand on regarde bien, dès le mois d'avril, on a commencé à sentir, on va dire, un regain d'activité, ce qui a été effectivement extrêmement bienvenu. Et on a vraiment noté un très très fort rebond, contrairement aux grandes entreprises qui, elles, avaient évidemment passé des mots d'ordre de télétravail, ce qui, dans le cadre de nos activités, évidemment, autour du print, ne nous arrange pas forcément, même si nous avons continué notre travail au travers de grands contrats de gestion déléguée, de process documentaire, mais c'est vrai qu'on a évidemment beaucoup souffert. Et enfin, le dernier point, pour nous, ça a été vraiment un accélérateur en termes de transformation et surtout un signal très très fort lancé au niveau de notre R&D pour continuer à développer des solutions clairement disruptives, sachant qu'aujourd'hui, notre métier, si vous voulez, c'est de se situer en fait entre deux mondes que tout oppose, donc le monde du physique et le monde du digital. Et en fait, durant cette crise, on a un petit peu perdu la partie monde physique. Donc il a vraiment fallu que l'on accélère cette partie digitale, développer de nouvelles solutions, réinventer en fait un nouveau business model et globalement des revenus récurrents qui feront que nous serons encore là demain et après-demain. Donc ça a été, riche d'enseignements, disruptif, mais surtout une ouverture sur l'avenir comme en fait on n'a jamais eu jusqu'à présent. Et est-ce que vous faites partie de ces 75 ou 78%, je ne me souviens plus, de chefs d'entreprise qui considéraient que la crise a été, sous son angle économique, a été bien gérée par le gouvernement, par l'État ? Alors, c'est vrai que je serais un petit peu plus positif que les commentaires qui ont été faits précédemment. Moi, ce qui m'intéresse après, si vous voulez, c'est l'image que la France renvoie à mon siège. Et je pense qu'en cela, le gouvernement a parfaitement répondu en jouant son rôle d'amortisseur à merveille. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que toutes les cases sont cochées. Après, la vraie question, c'est pour la suite, les sujets sont vraiment les bons. Quid du financement dans la durée? On sait très bien que finalement ce financement ne se fera pas par l'impôt, c'est ce qui a été confirmé. Donc ça veut dire qu'il va se faire par la croissance, mais aussi par des réformes. Et là-dessus, vos maisons mères, elles ont des interrogations. C'est ce qui sortait du sondage. Elles s'interrogent. Alors, elles s'interrogent évidemment. Par essence, c'est vrai que quand on parle de la France et réforme, je ne dis pas que c'est antinomique, mais il y a naturellement 2-3 questions qui se posent. Et puis après, il y a un deuxième élément qui, évidemment, c'est le calendrier électif. On va avoir des élections très bientôt. Et je pense que le plus important, ce n'est pas forcément en fait, les élections présidentielles, mais c'est la suite. D'accord ? Est-ce que globalement, le futur gouvernement aura les moyens d'asseoir sa politique d'investissement et de continuer son œuvre telle qu'elle a été lancée là ? Oui, parce que finalement, ce qui est essentiel pour vous, c'est qu'il y ait une continuité dans l'action. Absolument. Voilà, ce dont a besoin un groupe, c'est vraiment d'avoir de la lisibilité, de la compréhension, et puis surtout que l'on, dans toutes ces actions que nous menons, qu'il y ait vraiment une simplification de l'approche, on va dire, du business. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu quelques années, sous François Hollande, ce choc de simplification, dont l'objectif était de simplifier la relation entre le public et les administrations, qui d'ailleurs s'est continué sous la présidence Macron. Maintenant, le vrai sujet, c'est quelque part avoir cette même logique de choc de simplification, mais entre, on va dire, les investisseurs et les États. Éric Fourel, tout à l'heure, vous avez commencé à nous... On finit le tour, mais parce que je repense à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et qui poursuit un peu la conversation. Vous avez commencé à nous donner des clés sur comment rester leader et vous avez notamment cité les coûts qui pèsent sur les entreprises. Alors effectivement, Patrick Artus a dit qu'il y a encore beaucoup plus d'impôts de production en France qu'en Allemagne. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on en a les moyens et est-ce que dans l'équilibre qui est à trouver entre ce qui est à donner aux entreprises
et la crédibilité que la France doit garder sur les marchés compte tenu de l'état de ses finances publiques? Est-ce qu'on a les moyens de continuer à baisser les impôts pour que les entreprises soient plus compétitives? Je crois qu'il va falloir qu'on pose la question ce soir à Bruno Le Maire. On lui posera la question. Le gardien des finances Ouais, publiques. Ça a été dit par Patrick Artus, probablement que effectivement le retour en sobriété budgétaire sans verser dans l'austérité fera qu'il faut d'abord enclencher les réformes qui nous permettront de rétablir un certain nombre de grands équilibres autour de la dette publique avant peut-être d'envisager d'être dans une grande offensive de baisse des prélèvements obligatoires. Mais tout ça, ça va s'inscrire dans un agenda politique qui est évidemment totalement conditionné à ce qui va se passer au printemps prochain. Et je crois que ce qui est important dans ce qui est dit là à l'instant, c'est le facteur temps. C'est le besoin d'inscrire toutes ces réformes dans la durée. Et au fond, ce qui fait la différence entre les 5 dernières années et ce qui a précédé, c'est qu'on a rétabli ce socle de confiance, mais 5 ans, c'est très peu. Et pour en tirer des bénéfices, il va falloir évidemment prolonger cette action. Et je crois qu'au fond, la grande question qui nous est collectivement posée, c'est est-ce qu'on prend le risque de changer de voie ou est-ce qu'on pense que ce qui a été fait sur ces 5 dernières années mérite d'être prolongé sur le terrain de l'attractivité pour porter des fruits en termes de prospérité et de réponse à cet écart qui subsiste en termes macroéconomiques. Donc c'est ça la vraie question qui nous est posée aujourd'hui. Yvan Bonnetombeau, vous dirigez la filiale française d'un groupe allemand de grande consommation. La crise aussi pour... Vous n'allez pas me poser des questions sur l'économie allemande, parce que je ne suis pas forcément le plus grand spécialiste de l'économie allemande pour pour parler autant. de la France. Nous sommes là pour parler de la France. Très bien. Donc cette crise, elle a modifié, perturbé les habitudes de consommation, donc aussi pour vous un choc. Comment vous sortez de tout ça? J'ai envie de vous poser finalement la même question. Comment vous voyez la période de reprise en France en ce moment? Alors déjà par rapport à ce qui a été dit, effectivement, Henkel est un groupe qui intervient à peu près pour la moitié de son chiffre d'affaires sur des produits de grande consommation. Et on parlait un petit peu de comment nos filiales avaient vu la France et en quoi la France avait été plus regardée ou moins regardée dans cette crise. Et je pense que, étant dans les biens de consommation, la France a joué un rôle un petit peu particulier dans cette crise qui était effectivement au départ une crise sanitaire, mais qui s'est quand même transformée dans la plupart des pays européens et d'ailleurs dans le monde sur une crise qui allait beaucoup plus loin que le sanitaire, remise en cause de ces modes de consommation, une orientation plus forte, on en a parlé, sur le green, l'écologie, la santé, le plaisir dans sa consommation et aussi quel plaisir on prend au quotidien quand on est dans une crise. Et ce qui était intéressant pour nous qui étions une filiale française d'un groupe international, c'est qu'on a vu beaucoup de pays regarder la France, regarder ce qui se passait en termes de consommation, puisque le consommateur français était déjà plutôt en avance sur ces questions de consommation plus responsable, sur ces questions d'innocuité, de santé. Et on a eu finalement une place finalement qu'on n'attendait pas forcément, mais un peu d'inspiration pour pas mal de pays qui se sont dit finalement ce qui est en train de se passer en Italie, en Allemagne, en Espagne, c'est finalement des secteurs qui avaient commencé ailleurs. Donc je pense que la France, là-dessus, avait peut-être un temps d'avance. On a beaucoup parlé d'écologie tout à l'heure, mais il y avait déjà un certain temps d'avance au niveau de la consommation et ça peut certainement être un atout aujourd'hui, ce temps d'avance dans la relance et d'aller encore plus loin dans ce que l'on peut proposer en termes de mode de consommation plus sain en sortie de crise. Et du coup, la crise a accéléré cette tendance, c'est-à-dire que les Français étaient en avance, il y avait un certain avantage comparatif, la crise a accéléré. La crise a vraiment accéléré la tendance, c'est-à-dire qu'on a vu toutes ces préoccupations d'écologie, de santé s'accélérer partout, et la France était déjà plutôt plus haut avec les pays scandinaves notamment sur ces questions-là, et même en France, effectivement, ça a beaucoup accéléré. Alors tous les gens qui vendaient des produits d'hygiène,
mais également tous les fabricants de produits plus écologiques, éco-labellisés, etc., ont vu effectivement des beaux développements de la consommation pendant la crise, oui, tout à fait. Vous m'avez dit, quand on s'est parlé en amont de cette table ronde, que votre groupe était friand de talents français. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, c'est vrai, je voulais réagir par rapport tout de suite, c'est pour ça que j'avais pris le micro après que vous ayez parlé sur la question de la formation. On a un petit peu entendu les deux, hein. On a entendu dans le sondage plutôt des entrepreneurs qui disaient que la formation française, et notamment la formation des élites, était très bien faite, et à l'inverse, peut-être que sur une autre frange de la population, on peut avoir des problèmes de formation. Et je crois qu'effectivement, il y a une dichotomie dans cette question de la formation, entre comment la France travaille les élites, comment elles travaillent la formation sur effectivement les gens qui vont faire des études, notre système de grande école qui est assez unique, le système des universités. Et ça, je crois que c'est un système que nos collègues européens nous envient quand même. Alors même si effectivement le système est très élitiste, vous avez raison, on a tendance à aller chercher des bacs plus 5, là où dans certains d'autres pays, pour la même fonction, on va prendre des gens qui auront le bac ou un bac plus 2. Je partage complètement. Néanmoins, au bout du bout, on a quand même énormément de talents français qui s'exportent très bien. Alors effectivement, quand on a préparé la table ronde, je prenais l'exemple de Henkel. Le board mondial Henkel, c'est 5 personnes. On est quand même un groupe familial d'origine allemande. Et sur les 5 personnes, il y a quand même 2 Français. Alors, tous 2 issus de l'élite d'éducation française. N'empêche que c'est un bon exemple. Et c'est une anecdote peut-être, mais je le vois dans le groupe, il y a énormément de Français dans des positions clés, dans ce qui veut dire quand même que tout n'est pas parfait, mais notre système éducatif, je pense quand même, a cette faculté de développer, d'exporter des talents. Et pour continuer sur ce qu'on se disait sur l'après, qu'est-ce qu'il faudrait que la France fasse, ou quelle décision devrait-elle prendre pour renforcer, maintenir cette attractivité qui est la sienne aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure par les deux économistes, mais bon, on parlait effectivement de sustainability, d'écologie, d'avance, d'innovation dans ces domaines, c'est complètement capital. Vous avez beaucoup parlé de digitalisation, numérique, etc., où là encore, il faut accélérer. Ça a été également évoqué plusieurs fois, le coût du travail, qui reste quand même, quand on est une filiale d'un groupe international, forcément on est toujours dans du benchmarking et dans des comparaisons de coûts, et la France est toujours défavorisée sur ces questions-là. Donc, mais est-ce que c'est toujours, justement parce que vous appartenez à un groupe allemand, ça m'y fait penser, est-ce que c'est toujours vrai, parce que le coût du travail en Allemagne, le coût du travail français se serait rapproché du coût du travail dans l'industrie de celui de l'Allemagne? Alors qu'il y ait eu rapprochement au fil des années, c'est certainement le cas. Néanmoins, on reste avec un coût du travail qui reste, quand on englobe l'ensemble des charges, et au sens assez large du terme, on continue à avoir un coût du travail qui reste plus élevé qu'en Allemagne. En fait, l'écart, c'est considérablement réduit. L'écart, c'est considérablement réduit sur les rémunérations de premier quartile, et en particulier par l'effet de la transformation du CICE en abaissement de charges, mais qui a porté sur les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC. Donc pour ces rémunérations-là, effectivement, il n'y a plus de perte de compétitivité de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, la vraie question en termes d'attractivité d'emploi, elle est sur les salaires, les rémunérations intermédiaires, voire sur les rémunérations supérieures, parce qu'avec Covid et le télétravail, on assiste aussi à une capacité de télétravail, de délocalisation de ces emplois plus forte qu'avant. Et s'il n'y a pas une réponse qui est donnée en termes de coût du travail de cette tranche-là de rémunération, la perte d'attractivité, elle est là aussi. Merci pour cette précision, Éric Fourel. Alors, je reviens vers vous, Yvan Bonneton, parce que vous m'avez dit aussi la France est perçue comme un pays qui légifère beaucoup. Oui, c'est vrai, je pense. Ça n'est pas faux. Et ça, du point de vue d'une maison mère, est-ce que c'est un vrai handicap ?
Alors, est-ce que c'est un handicap? En tout cas, c'est quelque chose qui surprend, puisqu'effectivement, on est dans un système où, quand même, on a un certain nombre de lois et des lois qui peuvent toucher assez fortement l'économie. Donc, alors parfois, c'est très bien, puisque parfois, ça permet de réguler certaines choses qui ne se régulent pas normalement par l'économie. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut surprendre dans les sièges sociaux, parce que je pense que c'est quand même une spécificité française. Merci beaucoup. Corinne de Bilbao, est-ce que le discours sur la souveraineté qu'on peut entendre ici ou là, dans la bouche de certains, étonne aussi dans vos sièges sociaux? Ah, ça, c'est mon sujet préféré. Juste avant, sur le travail hybride, je pense qu'il y a aussi des opportunités parce que, au-delà du fait qu'on puisse délocaliser partout, on peut aussi recruter en région. Alors qu'auparavant, et avoir de la diversité dans les recrutements. Donc il y a un côté opportunité, ça c'est le côté, le verre à moitié plein. Non, sur le sujet de la souveraineté, en fait, par rapport à ce que vous dites sur le fait de légiférer, ce dont on a besoin, c'est quand même d'avoir des cadres stables et de savoir un petit peu où on va quand on a des investissements assez importants à faire dans les pays. Il y a toujours beaucoup de discussions sur la souveraineté, alors dans le milieu du numérique, bien évidemment, effectivement, nous, on trouve que la souveraineté, c'est légitime. C'est légitime de protéger les données des citoyens, c'est légitime de protéger les services publics et c'est légitime de protéger son économie. Au-delà de ça, on a besoin quand même d'avoir des cadres européens et pas un système où effectivement chaque pays va légiférer et en fait, au bout d'un moment, on va avoir des contradictions et des difficultés à gérer ça. Et puis surtout, on se rend compte qu'il y a, et notamment lorsqu'on est dans des périodes préélectorales, beaucoup de controverses sur la souveraineté, souvent pas très basées sur du factuel, hein, alors qu'à contrario, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui investissent sur ces sujets-là pour effectivement protéger les données des citoyens, etc. Hein, nous, on a annoncé pas mal de choses sur ces sujets-là. Hein. On a annoncé ce qu'on a appelé Bleu, qui est effectivement un cloud souverain en France, géré par les entreprises françaises, etc. Et donc ça perturbe un peu les sièges sociaux parce que on fait des investissements et puis à côté de ça, et c'est vrai que dans des périodes comme ça, c'est toujours un peu compliqué. La bonne nouvelle, quand même, c'est que la France, prenant la tête de la présidence de l'Europe, a un mot à dire et va être leader là-dessus, comme sur les sujets d'environnement d'ailleurs. Et on espère bien avoir un petit peu plus de cohérence au niveau européen, parce qu'on a besoin d'Europe là-dessus, sur ces sujets-là. Donc on est très positif sur la présidence française hein, au niveau de nos sièges sociaux. Nous, on est très contents de ça. Et en revanche, je dis en revanche, mais pourquoi en faire un prérequis sur la période, parce que c'est aussi le titre de notre table ronde, sur la période préélectorale finalement, parce qu'on est à moins de 8 mois des élections présidentielles, c'est quelque chose qui, alors, est certainement regardé, mais crée un attentisme, business as usual. Quelle est la réaction là-haut ? Vous savez, c'est un peu business as usual aussi, parce que de toute façon, nous, on change pas, heureusement, nos politiques et nos investissements à chaque fois qu'il y a des élections, parce que sinon, on aurait du mal à fonctionner. Non, je pense qu'il y a la période précédente à une période qui a mis beaucoup de positifs sur la France. Hein, les témoignages du sondage Ipsos le démontrent. Donc la France a été vue de manière positive, avec beaucoup d'élan et beaucoup d'envie d'investir, des réformes, donc attentiste sur ce qui va se passer. Mais voilà. François Bourzex, vous êtes sur la même ligne. Finalement, cette période de campagne électorale... C'est pas forcément un sujet. Enfin, je vais être très très direct. C'est vrai que voilà, bon, ils le savent. On leur reflète un petit peu quelle est la situation. La seule question, c'est voilà, est-ce qu'on aura un petit peu de stabilité sur les 5 ans à venir? À partir du moment où on veut investir, ce qui est important, c'est être capable d'assurer cette pérennité d'un point de vue fiscal, enfin surtout ce qui est, on va dire, législation. Mais le vrai sujet, l'Europe, ça les intéresse, bien sûr. La France, un peu moins. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va avoir effectivement une fenêtre extrêmement intéressante avec la présidence de la France, où là, pour le coup, hein, là, il va y avoir un petit peu plus de focus hein, sur notre pays.
En plus, moi j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un CEO qui est de nationalité américaine, mais qui a des origines italiennes et qui est marié avec une Française. Voilà, donc si on combine effectivement ces deux aspects, ces aspects personnels et un petit peu plus professionnels, il y a peut-être effectivement une carte à jouer. Mais en tout cas, voilà, on va avoir une fenêtre de tir qui va être relativement étroite et c'est vraiment maintenant. C'est vraiment maintenant. D'ailleurs, sur les talents français, je précise qu'au comité exécutif de Microsoft, il y a aussi un Français. Donc, comme quoi, les talents... Je voulais juste compléter ce que vous disiez tout à l'heure. Alors donc, on le comprend, et vous êtes quasiment tous sur la même ligne, la période de campagne présidentielle n'est pas un sujet pour vos maisons mères. Est-ce que j'ai envie de vous demander, et peut-être à chacun d'entre vous, ce qui nous permettra peut-être d'en tirer un enseignement, c'est quel est le point noir ou le point d'attention ou de vigilance de chacune de vos maisons mères respectives sur le pays? Lucas Mollo. Oui, alors je voudrais revenir juste une seconde sur la pédagogie qu'il faut faire auprès des maisons mères, justement des entreprises étrangères, parce qu'il y a encore un peu de frein. La France est considérée, pour certains aspects, le pays des 35 heures, des gilets jaunes, et du coût du travail élevé. Mais effectivement, plein de réformes ont été faites, et on l'a constaté aussi dans le sondage. Et surtout, dans les dernières enquêtes qui ont été communiquées, on a vu que les taux de productivité de la France est parmi les meilleurs d'Europe. Ça, les maisons mères, honnêtement, ne le connaissent pas très bien. Et donc, il faut vraiment faire œuvre de communication et de pédagogie pour le faire connaître, le faire savoir, parce que c'est une perception, c'est difficile pour la France de se retirer cette peau qui est un peu compliquée, l'héritage du passé. Est-ce qu'elles savent par exemple que l'ISF a disparu? Je ne suis pas certain. Pardon, je vous ai coupé, mais c'est instructif aussi. Oui, tout à fait. Alors, moi, pour revenir un petit peu à la question sur la chance que nous avons d'avoir la France qui prendra la présidence de la Communauté européenne et après, effectivement, les élections présidentielles. La première, c'est que pour nous, la chance, c'est de pouvoir être finalement, lors de cette fin de crise, j'espère, en mesure de construire l'Europe de la santé. Chose qui manque aujourd'hui, franchement, on a tous constaté. Et je pense qu'il faut vraiment être en mesure de mettre en place une Europe de la santé. Après, il y a une agence, elle a été citée de façon accessoire, mais c'est la fameuse ERA, qui est l'agence qui va se mettre en place, c'est l'équivalent du BARDA américain, qui va se mettre en place au mois d'octobre, et qui doit faire face justement aux crises sanitaires, aux urgences de santé pour la communauté européenne, pour le pays de l'Europe. Donc ça, c'est très important. Il faut que la France soit acteur. Et là, parce que octobre, c'est aujourd'hui, donc pendant 6 mois, et là, la lourde tâche de devoir lancer cette nouvelle agence, et qu'il faut que ça soit un succès. Et après, pour revenir sur les élections présidentielles, la santé, comme pour beaucoup d'autres choses, ne doit pas avoir de couleur politique. Donc, il faut qu'il y ait une continuité. Alors, moi, j'ai vécu, depuis que je suis dans cette entreprise, ça fait longtemps maintenant, que dans la santé, on a mis en place beaucoup de plans. Et à chaque fois, les plans qui étaient mis par l'administration précédente ont été un peu oubliés. Après, on redémarre, il faut relancer la dynamique, etc. Mais non, nous, on a besoin de continuité. De continuité, d'une visibilité, de la confiance qui est liée à ces plans. Et qu'une fois qu'on s'engage sur un plan, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Parce que pour que nous, on ait confiance en la France et on puisse venir et continuer à investir dans la France. Alors moi, j'ai bien compris le message que vous venez de nous faire passer, mais en revanche, vous n'avez pas répondu à ma question, qui était quel était le point de vigilance de votre maison mère à vous sur la France? La continuité. La continuité. La continuité, c'est ça. Le maître Là-dessus, mot, elle vous interroge. c'est la continuité et la visibilité. C'est deux choses sur lesquelles on a du mal, effectivement, à faire comprendre à notre maison mère qu'en France, le président Macron, depuis qu'il est arrivé, a mis en place des réformes, etc. Ça, il faut continuer à le montrer et taper dessus tant que finalement le message ne rentre pas dans la tête de tout le monde. Bien compris. François Boursex. Je pense que c'est tout simplement l'exécution du plan de relance jusqu'à son terme et le timing dans lequel celui-ci va pouvoir être opéré, simplement. Alors vous parlez de point noir, moi je pense que le point de vigilance, c'est ce que j'ai dit, c'est en fait d'avoir un cadre stable et surtout un cadre européen. C'est très important dans le secteur d'activité du numérique, donc c'est le rôle que la France va jouer sur toutes ces discussions-là. Donc c'est ça qui est regardé très très près, bien évidemment. Et on ne parle pas aujourd'hui des sujets qui fâchent. Non, mais ça ne fâche pas, je pense que c'est plutôt positif que la France prenne le leadership.
Le point de vigilance? Point de vigilance au niveau du siège chez nous, je dirais que c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'aspect plus législatif, qui est assez lié aussi à notre business en particulier, où il y a un certain nombre de lois aujourd'hui qui ne sont pas forcément toujours favorables à nos secteurs d'activité et qui peuvent mettre un peu en danger notre business. Donc je pense que c'est plutôt là-dessus qu'on a le plus d'échanges. C'est assez concret et assez peu effectivement sur les élections et où voilà, il y a quand même une image de stabilité qui émane de la France qui ne semble pas préoccuper en tout cas le siège chez nous. Alors, l'Europe est souvent citée dans vos réponses et le rôle de l'Europe, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une concurrence d'attractivité entre les pays européens? C'est-à-dire que les plans de relance sont quand même regardés dans tous les pays, leur mise en œuvre aussi, vous le disiez. Il n'y a pas une concurrence quand même entre les filiales européennes de vos groupes? Allez-y, mais... Sur les aspects industriels, si, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est lié au plan de relance ou est-ce que c'est lié, comme vous le disiez, un peu à l'histoire des pays et l'histoire industrielle des pays? Mais oui, bien sûr, il y a à chaque implantation de nouveaux sites de production, il y a une concurrence entre les différents pays européens et au sens assez large du terme de l'Europe d'ailleurs. C'est normal. Oui, je pense que ça fait partie du business. Pas nécessairement dans mon secteur d'activité, hein, parce qu'en fait, c'est plutôt des solutions pour répondre à des économies qui sont différentes. Donc, il n'y a pas nécessairement de concurrence parce qu'on est implanté partout et puis il y a un maillage assez près du tissu industriel et local. Donc, non, c'est pas le cas. Et au contraire, il y a plutôt une tendance à vouloir plus de cohérence européenne. Je sais pas si vous avez, par exemple, il y avait l'indice de la France avait décidé d'une loi sur la réparabilité des produits, je veux le dire, en amont de l'Europe. Ça, c'est compliqué d'avoir des initiatives locales et qui ne sont pas dans un cadre européen. Typiquement, ce type de législation est compliqué à gérer. Donc, on est plutôt, nous, en faveur d'une coordination européenne plus forte. La France a tendance à une surtransposition des textes européens. Bah, ça, c'est un petit peu un exemple, c'était même une anticipation. Ouais. Ouais. Parfois, oui. Parfois une tendance à la surtransposition, ou parfois une tendance à l'avant-gardisme. Oui, c'est ça. C'est effectivement une question difficile parce que sur, je dirais, la vocation universaliste de la France, elle reste très présente et effectivement, je rejoins complètement le commentaire, c'est que aujourd'hui, c'est un archaïsme et c'est un risque pris en termes d'attractivité pour la France que de vouloir jouer cavalier seul. On l'a vu sur un certain nombre de sujets déjà depuis quelques années. Je prends le devoir de vigilance après le Rana Plaza. C'est une excellente initiative effectivement mettre en place des processus de contrôle interne pour être sûr qu'on ne fait pas travailler des enfants à l'autre bout de la planète quand on est une grande entreprise ou que les conditions de travail sont suffisamment assurées en termes d'hygiène et de sécurité. Mais la France l'a fait seule. L'écocide, ça c'est l'année dernière, la loi sur la transition écologique, excellente initiative, mais effectivement une inquiétude de la part des entreprises. Est-ce que on ne fait pas peser sur les entrepreneurs français, les entrepreneurs des filiales étrangères en France, un risque supérieur à celui qu'il y a dans d'autres pays? Donc ce type de réforme n'a de sens qu'à un niveau européen. Et vouloir montrer la voie et faire le cavalier avant-gardiste pose un risque en termes d'attractivité, c'est évident. Après, la réalité quand même, faut pas, vous parliez du point de vigilance, c'est que la perception majeure, c'est quand même qu'on est leader sur plein de sujets. Les accords de Paris vis-à-vis de nos filiales, c'est quand même, je veux dire, un flagship qui est super important, quoi, qui résonne beaucoup. Et qui correspond bien aux courbes qu'on a vues dans les premiers graphiques, finalement. Hein. Non, mais ils ont été signés à Paris, mais c'est une initiative internationale. Oui, mais bon, OK, mais c'est souvent quand même la France qui est porteur de ces sujets-là, au niveau de l'Europe, qui pousse, etc. Donc, la réflexion sur la vision de la France, sur nos filiales, elle est quand même super positive sur des sujets comme ça. La France a un avantage comparatif sur tous ces sujets de transition énergétique. Ça, c'est avéré, factuel. Ouais. Il y a juste, si je peux me permettre, un point important, c'est la tendance à oublier. C'est-à-dire que
pendant la crise, on a eu la possibilité de collaborer de façon étroite entre les acteurs du privé et du public, et on a réussi à rendre agile ce qu'on pensait impossible avant. Donc je pense qu'il faut capitaliser sur ce qu'on a vécu et que ça puisse devenir la norme dans le futur. Alors moi j'ai peur qu'on revienne au mammouth qu'on était si tout le monde ne se met pas justement à réfléchir. Donc capitalisons sur ce qu'on a vécu et qu'on a réussi à faire. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'on a réussi à le faire comme ça, continuons à le faire comme ça. Éric Forel, c'est à vous que revient le mot de la fin. Beaucoup de choses ont été dites. À vous d'en tirer un enseignement, une conclusion, un résumé. Mais en tout cas, merci à tous. Et c'est à vous que revient la tâche la plus difficile pour ce mot de fin de table ronde. Effectivement, difficile de faire une synthèse de tout ce qui a été dit, qui est extrêmement riche. Peut-être 3 points. Le premier, c'est qu'il me semble qu'il y a unanimité pour dire que le terrain conquis est absolument phénoménal et qu'il faut le préserver. Et que la France, quelque part, a réussi une démonstration à laquelle on ne l'attendait pas autour de ce retour en grâce, de cette capacité à se construire une image de business friendly, de pro-entreprise et de conscience de l'importance du développement économique et de l'audace entrepreneuriale. Deuxième réflexion, c'est que, on l'a dit abondamment et on le retrouve dans les points de vigilance qui ont été soulignés par mes confrères et consoeurs à l'instant, c'est le besoin d'inscrire tout cela dans la continuité et d'être absolument rigoureux dans l'exécution des plans de relance. On n'est pas là pour simplement croire en de belles paroles, on est là pour constater des actes en termes d'avancée économique. Et ce besoin d'exécution et ce besoin d'inscrire le terrain dans un cadre stable et continu, il s'inscrit effectivement au niveau européen. Voilà, aujourd'hui, rien ne peut véritablement s'inscrire dans de la transformation durable et responsable si on n'arrive pas à le faire au moins à l'échelle continentale. Si on arrive à le faire au niveau de l'échelle mondiale, c'est encore mieux. Il y a un certain nombre de projets d'ailleurs qui sont poussés par l'OCDE d'harmonisation au niveau mondial. Je pense par exemple à l'impôt minimal sur les entreprises qui va revenir sur le devant de la scène autour du 15 octobre. Là aussi, c'est un exemple où la France a été absolument moteur. Alors aujourd'hui, on nous dit c'est Joe Biden. Bon, c'est pas... Mais non, la réforme et une pratique responsable internationale autour de la fiscalité des entreprises, c'est la France qui en était le premier moteur. Donc, mais il faut mettre tout ça dans un cadre européen, au moins, voire dans un cadre OCDE. Et puis, dernier point, faisons attention à nos vieux démons. Et nos vieux démons, c'est effectivement l'inflation de la norme, la loi, dès qu'il y a le moindre sujet entre les rapports distributeurs, fabricants, qui sont souvent ou la loi sur l'encadrement des prix, qui souvent peut poser des vraies lourdeurs sur les entreprises. Et j'en ajouterai un dernier autour des vieux démons dont on n'a pas parlé, mais pourtant il a tellement pesé dans l'histoire de l'attractivité de la France, c'est celui de la conflictualité. Quelque part, un peu paradoxalement, on peut se dire c'est bien heureux, finalement Covid a mis un voile pudique sur les gilets jaunes, la réforme des retraites, et un certain nombre de mouvements sociaux qui pouvaient porter atteinte à notre image d'attractivité. Là, on sait qu'avec la transition écologique, et on le voit en ce moment avec le prix de l'énergie et le poids des prix en yo-yo de l'énergie pour les ménages, on a toujours ce risque de ne pas être capable d'accompagner ces transformations
de suffisamment de pédagogie vis-à-vis de notre terrain, de notre peuple, qui est un peuple sanguin, et cette conflictualité qui est quelque part une part de la définition française, il va falloir continuer à l'apprivoiser, à la conduire dans cette finalement subtilité et adresse qui n'est pas toujours évidente, mais qui, bon, jusque-là a réussi et espérons que ça perdure pour longtemps. Merci Éric Fourel, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde et partagé avec nous vos réflexions. Je rends le micro et nous poursuivons cet après-midi.